Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Alors, jour d'investiture pour M. Trump, mais hier, avant de devenir officiellement président, a tenu à faire un dernier rassemblement partisan. On aurait pu se croire qu'on était encore en campagne, là. Avec Village People qui entonnait son YMCA. Tout un retour pour ceux qui, en 2020, étaient véhémentement anti-Trump, très pro-démocrate. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que même en voulant interdire la chanson et l'usage de la chanson à ces rallyes politiques, ils ont vu l'impact que ça a eu. Ils sont revenus numéro 1 dans plein de classements et ils se sont ralliés. Je pense que if you cannot beat them, you join them. C'est ce qu'ont fait les gens de Village People hier. Ils doivent passer à la caisse quand même avec tout ça, là. Ah, pas de quand même, moi, je te dis, il passe à la caisse. Et Trump, qui allait évidemment de ses deux pas de danse classiques. Rassemblement, alors, pour célébrer la victoire, pour poursuivre la campagne, parce que moi, j'ai la certitude que Donald Trump va continuer à agir comme un homme qui est en campagne électorale, même s'il n'a plus de campagne à gagner. Constitutionnellement, ça sera le deuxième et le dernier mandat de Donald Trump. Alors, évidemment, il y a des gens pour dire, il va pervertir la République, il va s'imposer comme un dictateur au même titre qu'on dit qu'il va se comporter en dictateur parce qu'il l'avait promis pour une journée. Alors on verra dans quelques heures, à compter de midi, si les 24 heures qui suivent sont celles d'un dictateur. Hier, en tout cas, c'était plutôt la fête d'une vedette populaire, les gens qui ont attendu au froid et à la pluie pendant des heures pour aller assister à ce rassemblement politique. J'étais ici avec des gens qui font de la politique en France et qui me disaient, mais tout bas, tout le monde voudrait avoir ce genre de popularité, de voir des foules qui sont prêtes à faire le pied de grue pour aller assister à un rassemblement politique. Il n'y a pas vraiment de précédent et je pense que le Trump va continuer à faire ces rassemblements justement parce que ça lui donne de l'énergie, c'est sa dynamique et c'est continuellement un rappel à ses adversaires de ce qu'il est capable de fédérer autour de lui un électorat mobilisé et mobilisable selon les circonstances. Évidemment, il n'y aura pas besoin d'eux pour les prochaines heures. Ça va être essentiellement entre sa plume, son stylo et lui que ça va se jouer parce que, tu le sais, c'est beaucoup annoncé. Il va signer des décrets présidentiels. Et le premier, possiblement, j'imagine que tu as suivi ça de près en fin de semaine, c'est l'incroyable affaire TikTok. Parce que là, il a comme sauvé TikTok. TikTok a été débranché pendant quelques heures hier, là. Non accessible. C'est ça qui est extraordinaire. Avec la complicité, j'ai l'impression, des autorités chez TikTok. Parce que dans un premier temps, ils n'ont pas attendu la date butoir. TikTok, de façon préventive, décide de tout débrancher en disant, nous, on veut pas de trouble, on veut pas de problème, on veut pas que ceux qui, sur leur magasin d'applications, diffusent notre application soient mis à l'amende. Donc, on retire tout. Peur bleue des 170 millions de fans de TikTok aux États-Unis qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est une drogue dure, même si on les avait prévenus. Donc, c'est plus virtuel. C'est vrai. Et quelques heures plus tard, c'est la résurrection. Donald Trump qui annonce sur son réseau social, j'ai tout arrangé, rassurez-vous, j'ai parlé aux gens de TikTok, j'ai parlé aux propriétaires des grands réseaux et à leurs magasins donc d'applications en leur disant ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à offrir TikTok, il n'y aura pas de poursuite, on va rapidement trouver une solution. Mais là, et la suite, sursis de 90 jours? Sursis de 90 jours, parce que c'était inscrit dans la loi. C'est-à-dire que s'il y avait une intuition de ce qu'un acheteur se profilait à l'horizon, il était possible de suspendre pour finir la transaction. Dans le cas qui nous intéresse, je pense qu'il n'y a pas franchement d'acheteur, d'autant que la suite de l'histoire, c'est M. Trump qui l'a un peu annoncé hier au rassemblement politique en disant « c'est un deal fantastique, on va être à 50-50 avec les Chinois, on n'aura rien à payer, puis on va faire de l'argent, nous les Américains, avec cette affaire-là. » J'ai aucune idée de ce qu'est le deal
auquel pense M. Trump. Mais le deal à court terme, c'est que d'un côté, tu as l'administration Biden qui a payé le prix de ce qu'ils sont responsables de la fermeture pendant quelques heures de TikTok, et pour 170 millions d'Américains, là-dedans, probablement des gens qui n'ont pas voté pour M. Trump, la surprise, quelques heures plus tard, de voir le super-héros leur ramener la lumière et les mettre en contact avec ce qui relève effectivement de la drogue dure, leur application TikTok. Politiquement, c'est pas une petite affaire. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas sous-estimer. Tu veux dire que dans une clientèle jeune qui était peut-être antipathique à Trump, il devient un héros. Là. C'est essentiellement ça. C'est une possibilité. Je ne dis pas qu'il y a un lien de corrélation immédiat, mais dans un monde où d'être privé de son application pendant quelques heures peut être une vraie punition, puis là, tu as quelqu'un qui t'annonce qu'il a trouvé... Et à toutes les étapes, TikTok joue avec Donald Trump. Parce qu'au moment où ils débranchent, ils disent « Mais rassurez-vous, Donald Trump nous a promis qu'il essaierait de trouver une solution. » Et dès qu'ils reviennent en ligne, c'est « Merci Donald Trump qui nous a permis de sauver la mise pour l'instant. » Ça s'appelle travailler main dans la main. Pour celui qui dit vouloir livrer la guerre à la Chine ou être implacable avec la Chine, ça donne l'impression, en tout cas, d'une capacité d'entente remarquable. Un mot sur sa photo officielle? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je me suis prononcé plus tôt dans l'émission. Moi, je trouve ça inquiétant. Là, de dire comment un être humain normalement constitué peut, dans une banque là, probablement de 500 photos, là, c'est des séances où il clique, t'as plein de choix. Comment tu peux décider que c'est celle-là? En fait, qu'est-ce que ça dit à propos de toi-même puis de ce que tu veux que les gens perçoivent de toi? Moi, ça a plutôt tendance à m'inquiéter. Alors, moi, ça ne m'inquiète pas parce que je ne suis pas inquiet d'une photo. Je pense qu'il faut. Mais pourquoi il choisit celle-là? Je peux te donner au moins 3 raisons. La première, pour l'avoir beaucoup fréquenté en fin de semaine, parce que j'ai été sur des plateaux où sur un écran géant, j'étais toujours en face, elle fonctionne. C'est hypnotisant. Tu ne peux pas... C'est comme si tu étais toujours sous le regard de Donald Trump. Donc, d'un point de vue simplement de marketing, je pense qu'elle fonctionne. Deuxièmement, c'est un message implicite. I'm back! Et c'est l'espèce de sourcil circonflexe qui dit je vous ai à l'œil, mais j'ai aussi tous ceux qui m'ont fait la vie dure à l'œil. Il y a un peu de ça. Et on en parle. On discute. As-tu déjà une seule fois dans ta vie de commentateur tu fais des affaires... consacrer 1 seconde à parler de la photo officielle de Barack Obama ou de Joe Biden? Jamais. Ça fait 48 heures qu'on ne parle que de ça. Et c'est la preuve qu'il casse les moules, réinvente les codes et toujours nous force. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'avoir une opinion ou de réagir. Et c'est la méthode de Trump. Elle est proactive. Et est-ce qu'on mord à l'hameçon? J'en sais strictement rien. Mais il y a une efficacité. Il est le meilleur metteur en scène de sa propre carrière politique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Bon, un mot sur ce qui s'est passé au Proche-Orient. On a libéré avec un peu de retard et des bombardements de dernière minute. On a fini par libérer les premiers otages. Est-ce que ça te rend un peu optimiste pour la suite? D'abord, ça me réjouit pour les familles qui ont retrouvé les gens dont ils n'avaient pas eu de nouvelles depuis 470 jours. Ce sont des images qui sont tire-larmes, évidemment. C'est extraordinairement émouvant de voir ça. Puis on peut se mettre dans la peau des parents, des amis, des frères et des sœurs. Mais c'est seulement 3 quand même, là. C'est seulement 3 et c'est un processus qui va être pénible, sinon même sadique, parce que c'est au compte-gouttes au cours des prochaines semaines que vont être libérés les otages. Mais en même temps, à côté de ça, puis tu me diras, comparaison n'est pas raison, mais j'ai vu aussi, comme toi, les images de dévastation à Gaza, des familles qui partent du sud pour remonter vers le nord, de cette phrase malhabile de Joe Biden la semaine dernière, puis je comprends qu'il n'a vraiment pas fait exprès, c'est une façon de dire les choses, mais les Palestiniens peuvent maintenant retourner chez eux. Combien de ces Palestiniens ont encore plus de chez eux, une maison? Et alors, c'est parce que on a beaucoup hier, et non seulement je le comprends, c'est légitime, présenter ces images qui sont totalement déchirantes, des familles qui retrouvent ces 3 personnes qui ont été détenues, qui probablement n'ont aucune idée de ce qui s'est passé depuis 470 jours, dans des conditions qui, je l'imagine, sont difficiles. Puis à côté de ça,
très, très peu de temps consacré à quelque chose de lunaire. C'est comme Stalingrad après la bataille de Stalingrad ou Berlin après la libération. Tu as l'impression d'espaces urbains qui ont été dévastés, rasés. On ne peut jamais renvoyer deux émotions, deux images dos à dos, malgré que je le fasse présentement. C'est deux histoires différentes, mais on ne peut pas non plus nier ce qui se passe et ce qui continuera à se passer pour les gens qui, justement, retournent chez eux sans qu'il y ait de chez eux. Et ce que ça dit, je pense, parce qu'on en parlait vendredi, c'est qu'il y a une trêve, il y a un cessez-le-feu, mais on est loin de la paix. Et dans 6 semaines, après la première étape de ce cessez-le-feu, je doute qu'on aille beaucoup plus loin. Je pense que l'avenir politique de M. Netanyahou étant lié à ces derniers ministres, ce dernier ministre et aux quelques députés qui sont avec lui, qui a dit, si on va plus loin, parce que je suis contre cette entente de paix, si on va plus loin que la première étape, je devrais me retirer. Et c'est là qu'on va voir si, parce que Netanyahou a annoncé ça samedi, que le président Trump sera avec lui, même s'il reprend les hostilités. C'est là qu'on verra si cette conversation a vraiment eu lieu. Et si Trump est prêt, dans 6 semaines, à être à l'origine d'une guerre qui va recommencer, ou pas à l'origine, mais aux manettes pendant que la guerre reprend. Il avait promis d'y mettre fin. Hey, demain matin, on va se parler évidemment de ces premiers décrets et de leur effet qu'aura signé M. Trump en fin d'après-midi. Merci Stéphane. Festival du décret qui commence dans quelques minutes. Bye bye.